Vous trouvez pas qu'elles sont belles, nos éoliennes ? Nous sommes un groupe d'amis, étudiantes et étudiants, ingénieurs en énergie. Et combien de fois sur la route, nous n'avons pu détacher notre regard du mouvement régulier de leurs pales. Ne nous sommes-nous pas tous émerveillés devant la promesse des énergies renouvelables, provenant de l'eau, du vent et du soleil et nous transportant sans polluer grâce aux voitures électriques ? Ces technologies, pour nous, symbolisent le futur. Un futur viable et compatible avec le climat. Mais, parce que oui, il y a un mais, elles ne sont pas parfaites. Plusieurs fois, nous avons entendu parler d'une face cachée des énergies renouvelables, notamment car elles ont besoin de métaux pour fonctionner. Des métaux en quantité et en diversité. Or, l'industrie minière est constamment pointée du doigt pour ses impacts sociaux et environnementaux. Certains vont même jusqu'à mettre ces technologies, à cause de leur utilisation massive de métaux, sur un pied d'égalité avec le pétrole, le charbon et le gaz. Du coup, on ne savait plus très bien si elles étaient belles ou pas, nos éoliennes. Alors nous, on a voulu en savoir plus. Quel est vraiment le lien entre la transition énergétique, les énergies renouvelables et les impacts de l'industrie minière ? Ceci n'est pas un documentaire à charge contre les éoliennes, les panneaux solaires ou les voitures électriques. Loin de là. Ce n'est qu'une production associative de jeunes qui se posent des questions sur la durabilité de ces technologies, que l'on qualifie souvent de propres ou de vertes. Pendant 1 an, 2 d'entre nous, Adriane et Nicolas, ont monté leur projet et ont décidé de partir. En France, en Malaisie, en Australie et au Brésil, au plus proche de la mine et des conflits qu'elle génère. Ils ont rencontré des membres de la recherche, de l'industrie, de la politique, mais aussi des associations et des habitantes et habitants victimes de cette industrie minière. Ce sont toutes ces rencontres qui sont à l'origine de ce documentaire. Alors, le défi climatique, on peut le résumer de façon très simple en disant que si on veut se limiter à 2 degrés d'ici à 2030, ça veut dire qu'on réduit les émissions de l'ordre de 25%. Ce qui serait préférable, c'est de ne pas dépasser 1,5 degré, donc là, il faudrait aller jusqu'à 55%. Très clairement, on n'est pas sur la bonne trajectoire parce que les émissions tendent à augmenter chaque année. Si on regarde les tendances de fond, on peut voir quelques raisons de s'inquiéter, mais quelques lueurs d'espoir quand même. Parmi les tendances un peu préoccupantes figure assurément celle de la consommation d'énergie qui croît sans cesse. Ensuite, si on regarde la part de l'électricité, c'est une autre tendance de fond qui apparaît, c'est-à-dire qu'elle va s'accroître dans les années qui viennent. Aujourd'hui, l'électricité joue un rôle mineur, en fait, dans le mix énergétique, c'est autour de 20%. Mais elle est appelée à s'accroître du fait notamment du véhicule électrique. Et toute la question, c'est de savoir comment ce mix électrique va se composer. Aujourd'hui, le quart, c'est à peu près le quart relève des énergies renouvelables. L'hydroélectricité joue un rôle premier. En Europe, la biomasse joue un rôle premier, notamment du fait des biocarburants ou aussi du secteur de la chaleur. Pour ce qui est de l'éolien et du solaire, ces 2 technologies représentent une très faible part aujourd'hui du mix énergétique. Autour de 3 à 4, selon la manière dont on compte, 3 à 4, 5%, donc c'est très peu. Cela étant, ce sont ces 2 technologies-là qui croissent le plus vite aujourd'hui. Bon, ça fait pas mal de chiffres. Si l'on reprend, ça donne ça. Aujourd'hui, si l'on regarde l'intégralité de l'énergie consommée dans le monde, 20% de cette énergie est consommée via de l'électricité, qui n'est pas une énergie à proprement parler, mais un vecteur énergétique, c'est-à-dire un moyen de transporter l'énergie. 15% correspond à des énergies et vecteurs renouvelables qui ne sont pas de l'électricité, comme la chaleur renouvelable par exemple. Et 65% correspond à des énergies fossiles telles que le pétrole, le gaz et le charbon. Parmi toute l'électricité qui est consommée dans le monde, 26% est de l'électricité renouvelable, 10% du nucléaire,
donc peu carbonée mais non renouvelable, et 64% est de l'électricité fossile produite principalement à partir de charbon, mais aussi de gaz et de pétrole. L'électricité renouvelable est elle-même produite, pour les 2/3 à partir d'énergie hydraulique, mais aussi à partir de biomasse, d'éolien et de solaire. Ainsi, si l'on regarde de nouveau toute l'énergie consommée dans le monde, on réalise d'une part que les énergies fossiles occupent toujours une place très importante, et d'autre part que le solaire et l'éolien ne correspondent plus qu'à environ 1,4% du mix énergétique mondial. C'est donc toujours très peu, bien que ces technologies de production d'électricité ne cessent de se développer. Pour se rapprocher de l'objectif de réchauffement global de 2 degrés, l'Agence internationale de l'énergie prévoit effectivement environ 15% d'énergie photovoltaïque et éolienne dans le mix énergétique mondial à l'horizon 2040. La croissance de ces technologies s'accompagne d'une baisse importante de leur coût d'installation. Si l'on pouvait dire il y a quelques années que le solaire et l'éolien n'étaient pas compétitifs, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le solaire a vu ses coûts se réduire de 80% en quelques années. Et ça veut dire très concrètement et très clairement que dans un certain nombre de pays, investir dans le solaire peut s'avérer bien plus rentable que d'investir dans le charbon. Cette croissance est spectaculaire. Ça ne signifie pas pour autant que ces énergies-là vont se substituer aux autres. En Asie, la dynamique est très contrastée. La Chine installe énormément de panneaux solaires, à peu près la moitié des panneaux installés chaque année. Mais en même temps, elle investit dans le charbon et dans d'autres énergies problématiques. Il ne faut pas se leurrer, d'ici à une vingtaine d'années, le mix énergétique sera encore très largement basé sur des énergies fossiles. Ce qui peut changer la donne, c'est une amélioration sensible de la compétitivité des solutions de stockage, notamment. En effet, les énergies renouvelables ne peuvent se passer de stockage. Ce sont des technologies à production variable, qui dépendent du vent et du soleil. Du stockage est donc nécessaire pour fournir aux consommateurs de l'électricité lorsqu'ils en ont besoin. Pour ce qui est des technologies de stockage, la technologie la plus facile, la plus connue, la plus pratiquée reste quand même le stockage hydroélectrique. Il faut savoir que dans la plupart des pays, les sites déjà favorables à l'implantation d'installations de ce type sont déjà occupés, équipés, donc il y a peu de potentiel en la matière. Ensuite, pour ce qui est des autres formes de stockage, naturellement, la batterie s'impose. La batterie lithium-ion s'avère très pratique, très intéressante pour le stockage mobile, notamment pour les véhicules. Pour ce qui est du stockage stationnaire, d'autres technologies apparaissent. Elles sont encore très coûteuses, mais il est peu probable que la technologie basée sur le lithium-ion prévaudra pour le stockage stationnaire à l'avenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question n'est pas trop le stockage intersaisonnier, puisque si on regarde les deux énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, ce sont des énergies plutôt complémentaires, avec le solaire en été et l'éolien en hiver. Le stockage jour-nuit est naturellement beaucoup plus problématique. Pour résumer, je dirais que quand on regarde les solutions qui sont à l'œuvre ici ou là, les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire reviennent toujours. Donc ça, c'est le premier point. Et comme ce sont des énergies intermittentes, on aura besoin de davantage de réseaux, davantage de stockage. Et tout cela induit nécessairement une croissance de la consommation de métaux. Les énergies renouvelables, qui contrairement aux énergies fossiles émettent considérablement moins de CO2, en réalité entre 10 et 100 fois moins, sont effectivement très gourmandes en métaux. On pourrait parler pour ces énergies, et leurs moyens de stockage associés, de forte densité en métaux et matières premières. Il en va de même pour les véhicules électriques, parfois présentés comme le moyen de transport de demain par nos décideurs, mais aussi de toutes les infrastructures nécessaires au réseau électrique. On ne parlera pas ici de transition énergétique idéale, ou de celle que l'on aimerait voir se déployer dans le monde. On parlera ici de celle qui est mise en œuvre aujourd'hui en France et en Europe, dans le cadre de décisions politiques propres à chaque État et de choix de l'industrie. Cette transition actuelle vise un remplacement technologique, via le développement du solaire, de l'éolien et du véhicule électrique, mais sans pour autant remettre en question nos modes de vie et notre modèle de croissance mondialisée.
Alors qu'une transition énergétique plus diversifiée et davantage basée sur la sobriété serait souhaitable, on observe aujourd'hui essentiellement qu'une transition électrique. Et pour cette transition, il est nécessaire d'augmenter la production de métaux. Alors, pour ce qui est des métaux sollicités par la transition énergétique, on peut schématiquement recenser 3 catégories. La première catégorie, et la plus facile à définir, c'est celle des terres rares. Donc là, on a une liste de 15 ou 17 terres rares qui sont très utiles pour les aimants permanents, pour les batteries, mais aussi pour toute une série d'équipements qui n'ont rien à voir avec la transition énergétique, mais qui sont très importants dans le domaine militaire, par exemple. Donc ça, c'est la première catégorie. Et la demande en terres rares ne peut que s'accroître si on en reste aux technologies existantes en matière d'énergie renouvelable. La deuxième catégorie, on pourrait dire qu'il s'agit de métaux qui ne sont pas des métaux de base, mais qui ne sont pas à l'heure actuelle parmi les plus répandus. Donc je citerai en particulier le cobalt, le nickel, le cuivre, le lithium. Alors ce sont des métaux, notamment pour le nickel, le cobalt et le lithium, qui sont très utiles pour le stockage. Là, effectivement, à défaut de technologies alternatives, si les solutions de stockage se développent, la demande en métaux, dans ces métaux-là, est appelée à s'accroître de manière très sensible. Et la troisième catégorie, qui est encore plus difficile à définir, ce sont, si on veut, les métaux de base, acier, fer, etc. Et souvent, on considère que la problématique porte principalement sur les autres métaux, sur ce qu'on appelle les métaux critiques. En réalité, la demande en métaux de base va aussi s'accroître sensiblement dans les années et dans les décennies qui viennent, surtout si les énergies renouvelables se développent rapidement. Et finalement, le problème se pose pour l'ensemble des métaux et pas seulement pour les métaux dits critiques. Si on résume, métaux de base, terres rares, métaux critiques. 3 catégories. Maintenant, à quoi servent-ils ? Et plus spécifiquement, à quoi servent-ils dans le cadre de la transition énergétique ? Selon la stratégie nationale bas carbone, la transition énergétique passe principalement par une électrification du secteur du transport et de l'énergie. Pour mener à bien cette transition donc électrique, on distingue 4 groupes d'applications qui sollicitent des métaux. Les moteurs électriques, les moyens de stockage, les technologies photovoltaïques et les structures nécessaires à la construction des infrastructures et des technologies. Un premier groupe qui nécessite l'utilisation de métaux, ce sont les moteurs électriques. Il en existe principalement 2 types. D'abord, les moteurs à induction. Ils utilisent surtout du cuivre, du fer et de l'aluminium, le cuivre étant nécessaire pour les bobines qui créent le champ magnétique faisant tourner le moteur. L'autre grande famille de moteurs électriques, ce sont les moteurs à aimant permanent. Ces moteurs, en plus du cuivre, du fer et de l'aluminium, ont aussi besoin de métaux particuliers, qui font partie de la fameuse famille des terres rares, à savoir du néodyme et un peu de praséodyme et de dysprosium. Ces terres rares sont nécessaires pour la conception des aimants permanents, rendant les moteurs plus puissants. Les moteurs électriques sont notamment essentiels dans les voitures électriques, mais aussi dans les éoliennes sous forme de génératrices, où ils produisent de l'électricité à partir de la rotation des pales. En Europe, 1 éolienne sur 5 utilise des génératrices à aimant permanent. Côté stockage électrique, une technologie se distingue, la batterie lithium-ion. Ce type de batterie utilise du lithium comme son nom l'indique, mais aussi du cobalt et du nickel, en plus de l'aluminium et du cuivre. Parmi les autres types de batteries qui existent, on présente parfois celle à base de vanadium comme le moyen de stockage du futur, car elle permet de stocker de grandes capacités d'électricité. Cependant, son développement à grande échelle est limité par les faibles réserves de vanadium. Les batteries, et surtout celles au lithium, sont vitales pour permettre la mobilité électrique. Elles sont aussi intéressantes pour gérer la production variable des énergies renouvelables. Aujourd'hui, en 2020, les batteries ne représentent que 2% du stockage sur le réseau d'électricité. Mais la forte baisse de leur coût et l'essor de la voiture électrique leur donnent un rôle majeur à jouer dans une transition qui favorise l'électrification. On note plusieurs types de technologies pour les cellules photovoltaïques. La technologie à base de silicium est la plus répandue et correspond à plus de 90% du marché de panneaux solaires. Du silicium, mais aussi de l'argent, sont nécessaires à la fabrication de ces cellules.
En 2016, c'était presque 8% de l'argent sur le marché qui était destiné aux panneaux solaires. Mais les industriels ne cessent d'améliorer ces technologies pour que leur production nécessite moins d'argent et consomme moins d'énergie. Une technologie en vogue est celle à base de cadmium et de tellure, pour laquelle les rendements sont prometteurs, bien que le bilan énergétique soit moins intéressant. Actuellement, cette technologie correspond à environ 5% du marché. Ensuite, une multitude d'autres technologies de production d'électricité solaire sont en phase de recherche industrielle en laboratoire. Les métaux utilisés sont alors le cuivre, le gallium, l'indium ou le sélénium, entre autres. Les cellules photovoltaïques sont déterminantes pour la transition électrique, dans la mesure où elles permettent de produire de l'électricité solaire de manière décentralisée. Plusieurs types de structures sont nécessaires pour la transition électrique, et elles aussi ont besoin de métaux. Les châssis des véhicules, par exemple. Une voiture à combustion, qu'elle soit au fioul ou au gaz renouvelable, est déjà composée de presque 1 tonne de métaux. Et pour les voitures électriques, avec le moteur et la batterie, c'est encore davantage. Par ailleurs, les panneaux photovoltaïques ont besoin de structures en aluminium, les éoliennes de mât, les réseaux électriques d'être développés à l'échelle mondiale. Pour toutes ces applications, les principaux métaux nécessaires en grande quantité sont le fer, le cuivre et l'aluminium. Finalement, pour développer les réseaux électriques, les parcs éoliens et photovoltaïques et les véhicules électriques, les métaux nécessaires sont multiples. Ils se distinguent en 3 types. Les métaux de base, que l'on retrouve à peu près partout en très grande quantité. Les terres rares, utilisées en petite quantité dans les moteurs à aimant permanent, dans certaines éoliennes et voitures électriques, ainsi que dans d'autres applications spécifiques. Et les métaux critiques, indispensables notamment dans les technologies solaires et de stockage. Les métaux nécessaires à la transition énergétique aujourd'hui mise en place sont donc multiples. La question des réserves de minerais encore disponibles fait débat chez les spécialistes, et aucun consensus ne se révèle, affirmant si oui ou non, nous aurons suffisamment de métaux pour les utilisations futures en maintenant notre niveau de croissance. Depuis plusieurs années, on observe cependant une baisse indiscutable des teneurs dans les mines, c'est-à-dire que la concentration de minerais dans la roche diminue. Pour y répondre, on a dû ouvrir des mines toujours plus grandes, qui consomment plus d'énergie avec de forts moyens technologiques. Inquiets des tensions d'approvisionnement en métaux, plusieurs États et l'Union européenne ont établi une liste de matières premières critiques, pour lesquelles l'importance économique requiert une vigilance particulière quant à leur approvisionnement. Pour la transition énergétique, nombreux sont les matériaux dont la criticité croissante est soulignée. Si l'Union européenne a défini la criticité des matières premières avec des critères spécifiques principalement économiques, certains chercheurs ont une définition plus globale. D'abord, il faut définir ce que c'est un métal critique. Si on parle de métaux critiques, la criticité, ou la criticalité en anglais, c'est quelque chose qui est défini en prenant en compte, à un instant donné, l'importance d'un métal pour un secteur industriel, et un autre facteur qui est un risque d'approvisionnement, on va dire. Donc évidemment, l'importance pour un secteur industriel, ça dépend de la technologie qu'il utilise. Et si les industriels décident de faire beaucoup d'aimants permanents, pas forcément pour les éoliennes d'ailleurs, hein. Les aimants permanents, un des avantages, c'est que c'est des aimants qui sont très puissants, et donc on peut réduire leur taille et les implémenter dans des petits moteurs. Et donc une voiture actuellement est truffée d'aimants permanents dans les sièges, dans les lève-vitres, puisque c'est motorisé, etc. Bon, ça c'est pas la fonction lève-vitre d'une voiture qui utilise des aimants permanents, un petit moteur. C'est pas une fonction qui est essentielle. Mais pour un industriel qui produit des voitures, ça peut être un argument de vente, donc la criticité, elle peut être là. Donc il faut faire attention quand on parle de criticité et de besoin pour l'industrie, c'est le besoin de l'industrie pour un choix technologique qui n'est pas forcément pertinent. Et si il y a une rupture de stock et qu'on n'a plus d'aimants permanents, on pourra remplacer des moteurs électriques par des manivelles pour lever et baisser les vitres. Au-delà de ça, il y a des applications, par contre, pour lesquelles il est vraiment très important d'avoir certains métaux,
et notamment pour les aimants permanents des éoliennes. Si on peut faire des grandes éoliennes qu'en utilisant des aimants permanents, là, ça peut devenir critique dans le cadre de la transition énergétique. Après, cette notion de criticité, donc, elle fait appel aussi au risque d'approvisionnement. Et ce risque d'approvisionnement, il dépend lui-même de tas de facteurs, qui sont des facteurs géologiques, d'une part, pas seulement. Ça peut être des facteurs sociaux, opposition sociale à ouvrir de nouvelles mines. Ça peut être des facteurs économiques, évidemment. Et puis, ça peut être des facteurs environnementaux, où la population peut dire à un moment donné, dans son pays où sont extraits certains métaux, je n'en veux plus. Alors ça peut paraître étonnant, mais je rappelle que le Salvador, pays d'Amérique latine, a interdit l'extraction des métaux sur son territoire en 2016 ou 2017. Et ça, c'est marqué dans la Constitution. Donc c'est une première quand même qui montre que l'opposition sociale, par des conflits d'usage de métaux, par des pollutions, en l'occurrence c'était le cas ici, une grosse pollution des eaux de surface, a interdit l'exploitation des métaux. Voilà. Donc une fois que la criticité est définie avec certaines contraintes, on va dire, on peut définir une échelle, ce qui a été fait par la Commission européenne, par exemple. Bon, ce dont on s'aperçoit, c'est que les métaux critiques sont tous des petits métaux, c'est-à-dire des métaux qui sont extraits à moins de 100 000 tonnes par an. Les métaux de base, l'acier, le cuivre, l'aluminium, etc., sont eux extraits à plus d'1 million de tonnes par an. L'acier, c'est, on va dire, entre 1 et 2 milliards de tonnes par an. Donc ça donne quand même une échelle. Entre 1,5 milliard de tonnes par an et 100 000 tonnes par an, il y a une grosse différence. L'acier n'est pas considéré comme critique. Le fer n'est pas considéré comme un métal critique. Le cuivre non plus, parce qu'on estime que la quantité disponible est assez importante pour couvrir nos besoins sur une échelle de temps qui va dépasser largement les 10 ans. Mais à terme, les métaux qui ont le plus d'impact environnemental, c'est pas forcément les petits métaux. Produire de l'acier, ça représente, on va dire, 5% des émissions globales de CO2 au niveau mondial. C'est pas le cas du néodyme. Pour produire une tonne de néodyme, on produit environ 70 tonnes de CO2. Pour produire une tonne d'acier, on produit 2 tonnes de CO2. Cela dit, on produit tellement plus d'acier que le problème, il est là. Donc, ces notions de criticité, il faut faire attention. Alors, quels sont les métaux les plus critiques ? Moi, à mon avis, les métaux que je qualifierais de structuraux, ou toutes les matières premières structurales, que ce soit le béton, l'acier, le cuivre, sont très préoccupants dans ces affaires-là, si on veut bâtir une nouvelle infrastructure d'énergie renouvelable. Donc, attention, la comparaison des impacts de chaque métal n'est pas à réaliser à la va-vite, et accuser d'emblée les petits métaux dont la pollution semblerait plus importante n'est peut-être pas justifié. Revenons sur l'exemple précédent. En 2018, on a extrait dans le monde 32 000 tonnes de néodyme. Et ailleurs, on extrait du minerai de fer, à partir duquel l'acier est fabriqué. Mais en 2018, ce ne sont pas quelques dizaines de milliers de tonnes de fer qui ont été extraites. C'est plus d'1,6 milliard de tonnes. En Europe, une éolienne sur 5 est composée d'aimants permanents. En considérant les nouvelles installations d'éoliennes en 2018, ce sont environ 530 tonnes de néodyme qui ont été nécessaires cette année-là. Or, on l'a vu, extraire 1 tonne de néodyme revient à rejeter 70 tonnes de CO2 équivalent dans l'atmosphère. Le néodyme utilisé dans les éoliennes en Europe en 2018 a donc rejeté presque 37 000 tonnes de CO2 équivalent. Regardons maintenant l'acier qui a été nécessaire à ces mêmes éoliennes. Pour les nouvelles installations de 2018, c'est au total 1,4 million de tonnes d'acier qui ont été utilisées pour la structure de ces technologies de production d'électricité renouvelable. Sachant que seule une partie de l'acier est recyclé en Europe, l'acier de ces éoliennes a été responsable de l'émission d'environ 1,6 million de tonnes de CO2 équivalent. Prenons un autre exemple. Presque 16 millions de nouvelles voitures ont été achetées en 2018 en Europe. Et sachant qu'une voiture pèse en moyenne 1,3 tonnes et qu'elle est composée à 70% d'acier, on peut estimer que quelques 14 millions de tonnes d'acier ont été nécessaires à la fabrication de ces voitures neuves. Avec le même raisonnement que pour les éoliennes, on réalise que l'acier utilisé pour la construction de voitures en 2018 en Europe
a rejeté plus de 16 millions de tonnes de CO2 équivalent. À partir de ces exemples, 2 conclusions. La première, c'est que les métaux sont utilisés dans des quantités très différentes selon les secteurs industriels. Dans le cadre d'un scénario de transition, il est donc indispensable d'étudier l'évolution de tous ces secteurs afin de comptabiliser l'intégralité des émissions de CO2 équivalent causées par les métaux utilisés. On comprend donc qu'il est important d'avoir une vision globale et systémique des technologies et des métaux qui les composent. La seconde idée est la suivante. Si certes une étude des émissions de gaz à effet de serre est importante, il ne faut pas se restreindre à ce critère. En effet, les impacts de l'industrie minière sont multiples, importants et pourtant souvent méconnus. Les métaux que l'on consomme sont à l'origine de nombreux impacts, en termes de gaz à effet de serre comme on l'a évoqué, mais aussi d'impact sur les populations locales, l'environnement ou la biodiversité. Dans le chapitre 2, nous prendrons le temps de décrire ces impacts, en nous appuyant sur des exemples concrets, avant d'esquisser quelques pistes de solutions dans le dernier chapitre.